je vais à l'école, je vois les autres enfants, ils sont des Kinder Surprise. Toi, tu te retrouves goûter, il n'y a rien du tout. Ma mère a fait ce qu'elle pouvait pour pourvoir. Et là, j'ai dit, mais comment je fais pour me procurer des goûters? Et à l'époque, il y avait quoi? Il y avait les POG, il y avait les JoJo's, il y avait les billes, il y avait les cartes. Je suis devenu bon dans ces jeux et j'ai commencé à échanger ça contre des goûters. Mais à un moment où tu arrives, tu n'as plus la capacité d'absorption de ça. Pourquoi? Parce que, certes, j'arrive, je gagne, j'ai mon goûter, ensuite, j'ai du surplus. Et ça ne me sert à rien. Donc, j'ai commencé ensuite à échanger ça contre des pièces de monnaie. Jonas, pour ceux qui ne te connaissent pas, OK, moi, je te connais très bien. En fait, la première fois que je t'ai rencontré, c'était à la firme Maxime Victor. Tout à fait. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi les gens devraient te connaître puis t'appeler, en fait? Une des choses, c'est que les gens devraient me connaître et m'appeler parce que je suis spécialiste en développement des affaires. Ouais. Mon surnom, mon nickname est le bâtisseur d'empire. Il y a certains de mes clients que vous connaissez, je vais taire leur nom. On a des accords de confidentialité qui sont très en vue et je suis la personne de l'ombre. Ouais. Donc, les gens, normalement, ne me connaissent pas. On me connaît juste par référencement, par bouche-oreille. Ouais. Donc, vous n'allez pas me voir en train d'être sur les réseaux sociaux. Je ne poste pas sur les réseaux sociaux, même si vous pouvez, @JonasDiopDM. Mais vous n'allez pas beaucoup me voir poster parce que mon canal d'acquisition de clients, c'est par le bouche-oreille. Mais maintenant, si tu veux prendre de l'expansion, dominer ton secteur et vraiment avoir une élévation dans ton business, tu vas me voir. Ouais. Stratégiquement parlant, là, tu vas me voir. Là, on était en train de discuter tout juste avant ce podcast de grands joueurs, de big players qu'on était en train de discuter. Shout out à Dr. Bach, shout out à tous mes gens qui me suivent. Mais on va faire vraiment, vraiment des choses folles pour ce podcast. J'espère que vous êtes prêts. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Dis-moi, Jonas, pourquoi tu as décidé de t'embarquer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Parce que toi, tu n'es pas né au Québec, tu es venu au Canada, donc tu aurais pu dire, je vais me trouver un travail de 9 à 5, j'ai mes assurances-emploi, j'ai ma petite vie, ma petite maison, mais non, tu as décidé de carrément faire les affaires différentes. Pourquoi? OK, là, je suis obligé même de déboutonner parce que ça va être chaud. C'est simple. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ma mère, à l'âge de 28 ans, elle était propriétaire de 3 salons de coiffure et une parfumerie. Wow. Elle avait déjà fait ses millions. Wow. Au Québec? Non, en France. En France, OK. En France. Donc, elle est venue du Sénégal à la France. Elle s'est lancée en affaires. Elle a connu un succès. Malheureusement, elle a perdu ses commerces. Mais toujours cette mentalité d'entrepreneur. Wow. Et moi, je suis le dernier de ma famille. Hein. Ma mère m'a eu quand elle avait 33 ans. J'ai 2 grands frères et une grande sœur. Et on a traversé des moments difficiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu as 2-3 ans, tu ne comprends pas, à 4 ans, tu commences à avoir l'âge de raison. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé mon parcours entrepreneurial. J'arrive, je vais à l'école, je vois les autres enfants, ils sont des Kinder Surprise, Capri Sun et tout ça. Wow. Toi, tu te retrouves goûter, il n'y a rien du tout. Ma mère a fait ce qu'elle pouvait pour pourvoir, justement. De temps en temps, il y avait des goûters, mais pas toujours. Pas tout le temps. Et là, j'ai dit, mais comment je fais pour me procurer des goûters? Et à l'époque, il y avait quoi? Il y avait les POG, il y avait les JoJo's, il y avait les billes, il y avait les cartes. Et qu'est-ce que je faisais? C'est que je suis devenu bon dans ces jeux et j'ai commencé à échanger ça contre des goûters. Mais à un moment où tu arrives, tu n'as plus la capacité d'absorption de ça. Pourquoi? Parce que, voilà, certes, j'arrive, je gagne, j'échange, j'ai mon goûter, ensuite j'ai du surplus. Et ça ne me sert à rien. Ça sert à rien, ouais. Donc, j'ai commencé ensuite à échanger ça contre des pièces de monnaie. Des 5 francs, 10 francs. Et je m'en rappellerai toujours de ça. Un jour, je suis rentré à la maison et j'ai acheté 2 baguettes de pain. OK. Une baguette de pain, à l'époque, c'était 4 francs 20. OK. Donc, 8 francs 40. J'achète ça, je rentre à la maison et ma mère, elle pète un câble. Dit, où t'as trouvé cet argent? Tu l'as volé, etc. Ouais. Je lui ai dit, écoute, j'ai hustle
C'est mon argent. Et je lui ai expliqué. Et là, elle m'a dit, OK, continue. Et je suis très vite devenu le middleman. Celui qu'on venait voir pour le business. OK, tu as besoin de quelque chose. Allez, viens me voir, boum, hop. Et je faisais la passerelle. Hein. C'est un petit peu comme Western Union. Western Union, il est là, il prend ton argent, il envoie un truc, il prend sa cote. Il prend sa cote. Voilà. Ouais. Et pour moi, c'est une seconde nature. Ma mère, rigide à l'autorité, tu ne vas pas lui dire de travailler pour quelqu'un. Donc chez nous, on a la tête dure. Voilà, je suis allé, parcours standard, je suis allé à l'université. Université, je lance ma première business. Ma première business, voilà, c'était dans les bijoux. Et je me retrouve en train de faire de l'argent en pagaille. OK. Plusieurs milliers d'euros. Oh. J'ai fait des mois à plusieurs dizaines de milliers d'euros. T'as 19, 20 ans, 21 ans, c'est un autre game. Ben oui. Et là, tu te rends compte que ton prof d'université, tu gagnes plus que lui. Et moi, j'étais en économie. Et là, mon prof, il dit, oui, je vais vous apprendre à faire de l'argent. J'ai dit, tu vas apprendre à ne pas nous en faire perdre. Mais pas en faire. Je fais plus d'argent que toi. Ouais. Et là, j'ai vu que la mentalité, la rapidité d'exécution, ce plaisir que tu as à construire, tu le trouves pas quand tu es à l'école. Tu fais à l'école ou quand tu fais du 9 à 5. Ouais. Tu peux être un intrapreneur, être dans une structure, tu as des bonnes idées, tu veux mettre des trucs, mais c'est pas toi le décideur. Ouais. Donc tu te trouves bloqué, frustré et tu n'avances pas. Donc pour avoir cette tranquillité de vie, cette liberté, j'ai dit ok, let's go. Je me lance. Peu importe. Ouais. Chez nous, on est des aventuriers. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait en France? Pourquoi tu n'as pas parti, tu t'es pas dit, je reste en France, je pars ma business en France? Je l'ai fait. 19 ans en France, business, je fais de l'argent. Mais par contre, en France, ils ont cette all mentality. Et je m'en fiche, je suis enregistré. Oui, français. Oui, la France. Vous avez cette all mentality. Tu fais de l'argent, les gens, ils t'aiment pas. Ouais, mais au Québec, c'est pas mieux, là. Non, mais c'est différent. Pourquoi? Parce qu'en France, tu as les impôts qui viennent. Regarde. Au Québec aussi? Ce que j'ai fait, c'est que j'arrive, je fais de l'argent. Ouais. Je prends des vacances incroyables, île Maurice. Je reviens de l'île Maurice, je vois, c'est stressé, tout ça. Et moi, le truc, c'est que j'ai l'esprit nord-américain. Ouais, j'ai l'esprit de conquête et tout ça. Quand tu me parles de Dallas, ton univers impitoyable, ça me touche. Donc j'ai dit, OK, mais là, je dois aller dans un univers impitoyable et tout ça. J'ai dit, OK, je veux viser la Big Pomme. OK. New York. Mais je ne parle pas anglais à l'époque. Je ne parlais pas anglais. Donc j'ai dit, OK, je vais aller à côté, là où c'est un petit peu français. Et j'ai atterri à Montréal. Wow. J'ai atterri à Montréal. À Montréal, oui, dans le côté francophone, mais il y a le côté anglophone. Ouais. Dans le côté anglophone, on me comprend. Ouais. À Westmount, on me comprend. Ouais. On fait des clients à Westmount, on me comprend. Ouais. Donc le côté anglophone, et en plus, dépendamment de comment tu fais ta structure d'affaires, tu vas être plus ou moins imposé. Comme tu le sais, quand tu es travailleur autonome, tu es imposé jusqu'à 53,31% sur tes profits. Mais nous, on s'est incorporé. On s'est incorporé, 22% jusqu'à ton premier demi-million de dollars. On te dit les vraies choses. C'est quand même bien, quand même. C'est vrai qu'au Québec, on a cet avantage-là que les entrepreneurs ont. Et clairement, si tu étais employé ou même travailleur autonome, ben, tu n'as pas cet avantage-là. OK. Là, pourquoi tu t'es dit que tu vas partir ta business de coaching pour former les gens, les aider à se surpasser, puis les aider à accroître leur business? Comme j'ai dit, je viens d'une famille monoparentale. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a traversé des rough times. OK. Donc, rough time, j'ai toujours essayé de trouver des réponses. Et un jour, j'étais devant la télé et il y a eu une émission sur les coachs. OK. Et tu sais, les Français, ils aiment se moquer des coachs. Oui, ces coachs, ces courroux, ces arnaqueurs et tout ça. Et il y a un coach, il a dit quelque chose de très fort. Il a dit, moi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'acharne sur nous. Quand les gens, ils vont pas bien, ils vont voir un psychologue. Quand ils veulent apprendre quelque chose, par exemple les mathématiques, ils vont à l'université, ils ont un prof de maths, mais personne vient pour étudier des stratégies pour avoir davantage de succès et tout ça. Exact. Et il a dit, nous, c'est ce que nous étudions. Nous étudions les principes du succès. C'est OK, intéressant.
Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis pointé à la FNAC. La FNAC, c'est l'équivalent de Renaud Bré, etc. OK. Donc, et parce qu'il parlait du secteur de l'édition, justement, du coaching, et j'ai commencé à tout lire. Wow. À tout lire, je devais avoir 13 ans, 14 ans. OK. Et à 13 ans, 14 ans, comme je te disais, je faisais déjà mon cash. Ouais. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'achetais des livres. Et mon grand frère, il me voit acheter des livres, il me dit, yo, le mec est bizarre. Il achète des livres au lieu d'acheter des vêtements, d'acheter des trucs. Et il m'a présenté à un de ses amis, Django Gassama, qui venait de terminer justement ses accréditations en PNL, programmation neuro-linguistique, et en hypnose ericksonienne. OK. Et Django m'avait connu quand j'étais enfant, là, bébé. À l'époque, moi, je suis né asthmatique, eczéma, etc. Et il m'a dit, ah, c'est lui le petit. Maintenant, j'avais 15 ans. Ouais, je suis le grand. Ouais. Et c'est devenu l'un de mes mentors. Wow. Et j'ai commencé à avoir mon coaching à l'âge de 14 ans, ainsi de suite, à l'accompagner à des conférences, à avoir des lectures cursives et tout ça. Et à un moment, les gens ils me demandaient toujours, ils me posaient des questions. Mais toi, comment tu fais? Toi, comment tu fais? Comment tu vois ça? C'est quoi ton système? Comment tu fais pour prendre de l'essor, etc. Ouais. Donc, c'est devenu logique. Les gens, c'est pas moi qui me suis lancé pour le coaching. C'est qu'il y a eu une demande. Moi, j'ai répondu à la demande. Ouais, et j'ai répondu à la demande. Au début, j'ai dit, ouais, je vais faire du coaching personnel. Mais à la fin, tout le monde venait pour la même chose. Comment tu fais en business? Ok, mais je suis obligé de faire du consulting d'affaires. Ouais, je comprends. Mais là, de ce que tu dis, tu as ciblé là, la clientèle avec qui tu travailles, là. Oui, bah là, on a des entrepreneurs qui font $250 000 à plus. J'ai des entrepreneurs qui font largement plus. J'ai des entrepreneurs qui sont un petit peu plus en démarrage. Donc, ça, c'est plus une mission de vie que vraiment des réels clients. Je comprends. Mais là où j'ai vraiment du fun, c'est quand tu fais $250 000 à plus et... on en parlait, Effectivement. On connaît des gens avec qui on développe. Mais Jonas, là, si on parle des vraies affaires, on parle d'argent, on parle de chiffres. Moi, j'adore parler d'argent, là, c'est fou. Si on parle d'argent, faire la profession que tu as décidé ou partir de l'entreprise que tu as décidé de faire, là, OK, ça mange quoi en hiver? Ça gagne combien par année? Dans ton cas à toi spécifiquement, je vais pas y aller général parce que je peux pas parler pour les autres, mais dans ton cas à toi. Cas spécifique, tout simplement, qu'est-ce que ça mange en hiver? Positionnement stratégique. OK. Positionnement stratégique, moi, je suis à $2000 de l'heure. OK. En dessous de $2000 de l'heure, je ne veux même pas savoir si tu existes, tu ne me parles pas. Wow. Pourquoi je suis à $2000 de l'heure? Parce que je suis capable, en 1 heure, de donner suffisamment de valeur pour que tu multiplies ce $2000. Je comprends. Exemple, j'ai une de mes coachées dernièrement qui m'a consulté. 8 minutes. 8 minutes de coaching. Elle a fait $57 000. Je comprends. $57 000 pour 8 minutes. Et dans ce 8 minutes, pour remerciement, c'était même pas... C'était juste à me poser une question. Moi, je ne croyais pas vraiment que je coachais. 8 minutes. Elle m'a dit, ah, j'aime bien quelque chose, elle m'a envoyé $1000. Elle a fait $57 000 le mois qui a suivi. Donc ça, c'est du positionnement stratégique. Maintenant, une des choses, c'est que quand j'ai commencé à me lancer en affaires, à être tout seul, etc., j'étais très limité. Voilà, tu fais quoi? Tu fais du plus. Donc, tu fais de l'addition, tu ne fais pas de la multiplication. Ouais. Quand tu es tout seul, businessment parlant, tu ne peux pas atteindre plus de $300 000 tout seul. Oui, il y en a, ils disent, oui, truc en ligne, c'est des menteurs. À $300 000, tu es plafonné. Tu dois gérer trop de choses. Tu ne peux pas exceed $300 000 sans mettre en place une équipe. Et là, maintenant, je suis en train de déployer mon équipe et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver cette année? Oui, exact. 2 000 millions. Wow! C'est ce que je vise. Wow! Et là, tu as combien de personnes qui travaillent avec toi dans ton équipe ou qui va être sur le point de travailler avec toi? On est aux alentours de 7 personnes. Quand même! T'as l'appointment setter, t'as le closer, t'as celui qui s'occupe des réseaux sociaux, t'as l'adjoint administratif. Tu déploies une équipe. Après, tu vois, moi, j'ai d'autres personnes qui ne sont pas activement dans l'équipe, mais qui sont des prestataires de services. Mon comptable, tu vois, absolument. mon avocat,
Absolument. Ainsi de suite. Absolument. OK. Comment que toi, tu as été en mesure d'aller chercher un type de clientèle qui fait énormément d'argent, qui réussit très bien? Tout à l'heure, on parlait de chiffres vraiment incroyables. C'est pas du jour au lendemain là, que tu as été capable d'aller chercher cette clientèle-là. Ben, c'est pas du jour au lendemain, c'est le positionnement stratégique. Et l'une des choses que j'ai toujours fait et que beaucoup de gens ne font plus, c'est qu'ils restent très suffisants. Ouais, c'est bon, je connais mes trucs. Arrête de penser que tu connais tes trucs. Ouais. Ouvre tes horizons et fais de la formation continue. Ouais. Le nombre de masterminds auxquels je suis, le nombre de formations que je prends par année, j'en bouffe énormément. Wow. Énormément, énormément. À chaque jour, je me forme. Et ça, c'est une chose, une conception que les gens ne comprennent pas. On leur vend le système de shortcut, de raccourci. Ah oui, tu vas être millionnaire dans 1 an. Ouais. On te ment. On te ment. Tu n'as pas les capacités, tu n'as pas le mindset, l'état d'esprit pour devenir millionnaire du jour au lendemain. Tu n'as pas le skill set, tu n'as même pas les compétences managériales pour gérer ton argent, savoir quel est ton profit. Et tu n'as même pas le tool set, tu n'as pas les outils. Et en plus de cela, tu n'as pas le blueprint. Donc moi, je mise sur des formations, je mise sur des mentors, je mise sur des gens qui ont du succès, des gens qui ont les cicatrices. J'ai bien dit cicatrices. Tout à l'heure, là, j'étais avec un de mes mentors. Il m'a dit, Jonas, fais ce move. Il m'a dit, pourquoi faire ce move? Parce que moi, quand je l'ai fait à un autre âge et j'ai une cicatrice. Mais toi, si tu le fais, oui, tu vas être rouge, mais tu ne vas pas avoir la cicatrice. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens se pensent toujours plus malins. Ouais, écoute, moi, t'inquiète, je sais. C'est ça que j'ai envie parfois de mettre des gifles aux gens. Je sais, tu sais rien du tout. T'es broke et tu viens me voir et tu me dis je sais. Ouais. Tu ne sais pas. Ouais. T'es en asymétrie d'information. Mais une des choses, c'est que est-ce que tu veux être malin? Est-ce que tu veux être intelligent? Est-ce que tu veux être sage? Être malin, intelligent, c'est ouais, je vais faire mes trucs, je vais apprendre de mes erreurs. Être sage, c'est apprendre des erreurs des autres. Et ça, c'est une chose que j'ai apprise. J'ai appris à ne pas être intelligent, malin, à être sage. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le temps à perdre, d'avoir de la friction, d'essayer de comprendre tout ça. Je vais voir quelqu'un qui a déjà compris, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Et je lui dis, comment tu as fait? Qu'est-ce que tu me conseilles? Et tout ça. Et je mets en place. Ouais. Par exemple, là, j'ai mon comptable. Shout out à mon comptable, Azat Ospanov, number 1. Oui, je le plug. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand il me parle de comptabilité, il me dit, fais ça, c'est carré. Ouais. Carré. Il n'y a pas, oui, l'État va venir, va te faire un audit, va revenir 7 ans en arrière et va te gifler. Exact. Et les gens, ils sont là, ils pensent que, ouais, je vais payer moins cher, je vais économiser. Non, le gratuit coûte cher. Ouais. Le gratuit coûte cher. Tu vas non seulement faire cette erreur, tu vas devoir réparer cette erreur, tu vas avoir une pénalité, et en plus, tu vas devoir combler le fait tes trucs. Ben, moi, je dis souvent, l'impôt, il y a 2 affaires qu'on s'en sort pas, la mort puis l'impôt. OK? Donc, tu sais, des fois, je parle à des collègues, puis ils sont comme, ah, j'ai fait de l'argent cette année, je vais devoir payer de l'impôt. Je suis comme, mais tant mieux. Mais oui. Tant mieux. Parce que si tu payes pas d'impôt, c'est que tu fais pas de l'argent. Tu comprends? Fait que tant mieux. Mais les gens, ils ont peur d'être contribuables et d'être fiers des contribuables. Oui. Moi, quand je paye de l'impôt, quand je suis contribuable, je suis fier. Mais oui. J'aide la société et tout ça. Et je marche dans la rue quand ma démarche n'est pas la même parce que... Non, je le dis, ma démarche n'est pas la même parce que j'ai un sens des responsabilités. Ouais. Je sais que je suis un contributeur. Ouais. Je sais que je ne suis pas un fraudeur quand je marche, mais OK, j'ai payé, je paye l'impôt. Regarde, le 23, avec madame, on a pris directement un logement. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'impôt? Il y a taxe. Taxe de bienvenue. Taxe de bienvenue. Taxe scolaire. T'as quoi encore comme taxe? Non, taxe de bienvenue, taxe scolaire, municipale, notaire, inspection, toute la game. Papa! Juste le mois dernier, j'ai payé 10 000 $. Entre frais de notaire, etc. Hop, je m'en fiche. Ouais. Ça fait partie de la game. Ouais. Et en fait, tu dois faire vivre l'économie. Plus tu dépenses, plus ça te revient. Et les gens, ils veulent devenir les plus riches du cimetière. Ah, j'ai de l'argent, tu meurs. Il te sert à quoi ton argent? Il te sert à quoi? C'est vrai. T'as dit quelque chose qui m'a touchée, c'est que, en règle générale, la société québécoise, je sais pas pour du côté d'en France, mais la société québécoise voit petit.
hein, j'ai ma petite maison, j'ai mon petit dépanneur, je suis confortable, je suis à l'aise avec ça. Donc, c'est pour ça que je t'avais demandé tantôt, pourquoi que c'est vraiment le Québec que tu as... Tu sais, aux États-Unis, on le sait, ils sont toujours un pied d'avance que nous. On est vraiment en retard. Tu sais, mais la mentalité québécoise, j'ai de la difficulté avec ça. Parce que à tel point que, des fois, tu as même envie de parler d'argent, les gens te font sentir inconfortable parce que tu parles d'argent, tu n'es pas censé, censé démontrer que tu as du cash. Je vais me faire tirer dessus, mais je ne sais même pas si on va se faire censurer là. Mais c'est pas bien grave. Je dis une chose. Quand j'étais à Paris 10 Nanterre, mon université en France, j'étais en économie et gestion. OK. J'avais un prof super boring. Par contre, il a fait un seul cours qui m'a mis une gifle. Il s'appelle Michel Enochberg. OK. Il m'a dit, je vais vous dire comment on fait de la finance en étant juif. Il a dit, vous n'allez pas faire de l'argent parce que vous n'êtes pas juif. Moi, je vais faire de l'argent parce que je suis juif. Je fais, je vais t'écouter. Il a dit, les paradigmes, les préceptes ne sont pas les mêmes. Là, actuellement, quand tu es dans un contexte judéo-chrétien et dans un pays qui est d'éthique catholique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le catholicisme s'est fondé sur plusieurs dogmes. Ouais. Et ces dogmes ont été faits pour contrôler le citoyen. À l'époque, il y avait le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé, c'est eux qui régissaient. Et dans le catholicisme, tu as 3 vœux. Vœu d'abstinence, vœu de silence et vœu de pauvreté. C'est les 3 grands vœux, les 3 grands dogmes. Wow. Et ça s'est répercuté dans le langage que vous avez ici au Québec. On est né pour un petit pain. Exact. Oui, c'est petit pas de pain de choses, etc. Toujours petit. Alors que, qu'est-ce qui s'est passé pour les pays anglo-saxons? Les pays qui ont adopté une éthique protestante. Les protestants, ils ont protesté. Ils ont dit, il y en a marre. Nous, on veut vivre pour les grandes choses. Et le protestantisme, si tu vois en économie, c'est ce qui a donné directement naissance au capitalisme. C'est pour ça que quand tu compares l'Afrique anglophone et francophone, c'est pas la même chose. Moi, je suis d'origine sénégalaise, francophone. On fait pas de cash. Tu vois, les Nigériens, ils font du cash. Ils ont des milliardaires là-bas. Dans le côté francophone, il n'y a rien. Quand tu compares les pays catholiques et les pays protestants, c'est pas le même game. Pays catholiques en Europe, Grèce, Espagne, Portugal, Italie, France, récession. On va prendre Allemagne, on va prendre Pays-Bas, on va prendre Angleterre, expansion. Les pays du Nord, pareil. Et c'est cette éthique qu'il faut savoir. Maintenant, cette éthique, c'est à toi de voir si ces dogmes te rejoignent ou pas. Et quand j'ai compris un dogme, quand je me suis dit, OK, est-ce que je suis né pour quelque chose? Non, c'est pas moi qui suis né pour quelque chose. Je suis né parce que j'ai des responsabilités. C'est-à-dire que si je fais de l'argent, ce n'est absolument pas pour moi. C'est pour la société. Quand je vois quelque chose, une injustice, et que je me dis je dois la régler par un pouvoir financier. Et les gens qui disent oui, mais ils viennent, ils parlent d'argent, vous êtes des fucking hypocrites. Il y en a, la dernière fois, je faisais justement une conférence. Il y en a une, elle me dit, oui, mais tu parles trop d'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a quoi d'autre? Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu fais du temporal prostitution? Tu échanges ton temps contre de l'argent, right? Et après, elle vient, elle me dit, oui, mais nous, on peut faire d'autres choses. OK, je dis, je vais prendre ton cas. Tu veux directement avoir un impact sur la société. Tu veux aider les gens, etc. Tu veux faire de l'humanitaire. J'ai dit, tu fais de l'humanitaire comment quand tu n'as pas d'argent? Tu donnes de l'argent à une cause, tu ne sais même pas si ton argent va se rendre. Nous, qu'est-ce qui s'est passé en France? C'est que quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, il y a plus de 900 millions d'euros qui ont été donnés à la Croix-Rouge pour que ça se rende en Haïti. Tu sais? C'est beaucoup. Il y en a... Qu'est-ce qui est arrivé en Haïti? Zéro. Ça a été détourné. Alors que si j'ai mon propre argent, j'arrive, je fais quoi?
Je fais comme ce que fait Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, elle a une cause. Elle se dit quoi? Elle dit, ouais, je veux financer les études de jeunes femmes. Elle les finance par elle-même. Par elle-même. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Maintenant, c'est pour ça que là, avec mon avocat, là, avec mon comptable, je suis en train de construire directement le fait de pouvoir créer une bourse pour des jeunes. Moi, c'est moi qui vais payer l'université de certains jeunes. Au Québec? Au Québec, à l'international. Wow. J'arrive, tu es là, tu me viens. Bien sûr, il y a des prérequis. Il y a des critères, ouais. Il y a des critères. Tu viens, tu me dis, voilà, hop, je vais dire, maintiens un certain niveau d'excellence, maintiens une cote RZ, j'ai pas quoi, d'un certain niveau, et je te finance tes études. Il y a quoi? Et ça, c'est parce que je peux me le permettre. Ouais. Et c'est ça que les gens, ils n'ont pas compris. Ils pensent que l'argent, c'est fait pour truc. Moi, je m'en fiche. J'ai fait de l'argent à 19 ans, j'en ai perdu. J'ai vécu toutes les situations. L'argent, pour moi, c'est même plus un frein. Vivre avec ou sans, c'est la même chose pour moi. Mais par contre, c'est pas la même chose pour ceux qui m'entourent. C'est pas la même chose pour les gens que je veux aider. Right? Donc, j'ai cette responsabilité sur les épaules de générer des revenus, de faire de l'argent et d'avoir un impact. Ouais. Et est-ce que tu as toujours vu les choses comme ça? Bien sûr. Et l'une des choses, c'est que les gens, ils ont des envies, mais ils se font frapper par la vie. Et après, ils deviennent résignés. Ouais, mes trucs, hop. Et ils perdent le courage. Et on est dans une ère de bien-pensance où on arrive, on dit aux gens, oui, écoute, il faut être positif. Bullshit. T'as pas besoin d'être positif, t'as besoin d'être énervé. C'est pas la même chose. Et en fait, les gens, tant qu'ils n'ont pas compris que la colère est une énergie qui va te donner de la précision au niveau de ton objectif, tu vas jamais le faire. Et les gens qui ont changé cette planète, c'était des gens qui étaient en désaccord. On parle de personnes comme Mohamed Ali, on parle de personnes comme Malcolm X, comme Martin Luther King, de Gandhi, etc. C'était que des colériques. Ils avaient la haine de quelque chose, de l'injustice, de trucs, etc. Ils avaient un amour, ils ont compilé les deux. Les gens, ils ne dormaient pas, ils n'avaient pas le temps. Ils avaient développé une obsession. Et les gens, ils ne sont plus obsédés, ils ne se battent plus pour rien. On est dans une ère de personnes qui sont faibles. Snowflakes, comme on dit là. Ils sont là, il y a quelque chose, on ne sait pas. L'avenir est incertain. L'avenir est incertain parce que tu ne le crées pas. Quand tu crées ton avenir, il n'est pas incertain du tout. Je sais, dans 5 ans, je sais exactement où je serai. Puis, selon toi, c'est dû à quoi? Ce genre de comportement-là de paresse, de je ne veux pas bouger mon cul pour... Tout est accessible, tout est accessible, tout est accessible. Moi, ça me fait peur. Tu sais quoi? J'arrive, si j'ai pas envie de bouger de chez moi, j'ouvre mon téléphone, je fais Instacart, j'ai mes trucs qui sont trucs. Qui viennent. Yes, right? Si j'ai envie de venir... de pas faire à manger Uber Eats ou autre. Débarque. Les gens, ils sont plus habitués à travailler quelque chose par leurs propres mains. Là, j'ai acheté une maison, j'étais en train de faire les travaux, je suis arrivé, je suis allé chercher directement la machine. J'étais en train de sabler, etc. La machine là, lourde qui vibre et tout ça. Mais je travaille de mes mains. Tout de suite, j'ai une fierté quand j'arrive chez moi. J'ai dit, OK, j'ai démonté ça, c'est moi qui ai fait la peinture, c'est moi qui ai fait le truc, c'est moi qui ai verni, c'est moi qui ai monté la table. Mais les gens, maintenant, ils sont dans un état de paresse parce qu'ils n'ont aucune fierté, ils ne font plus rien. Et on leur donne directement que tout est accessible, rapidement, gratuitement. Il n'y a plus aucun effort qui est fait derrière. Et ils ont perdu le sens de la réalité parce qu'on est dans un monde aseptisé. On est dans un monde où il y a trop de sécurité. On est dans un monde où les gens, ils n'ont pas vécu assez de densité de vie pour relativiser. Il y en a, ils pleurent, oui, mes trucs, oui, j'ai des problèmes psychologiques. Va voir des gens qui ont vécu une guerre, ils n'ont pas les mêmes problèmes psychologiques. Ils sont dans la réalité. Ils n'ont pas chouiné pour un truc. Oui, écoute, ça a touché mon ego. Oui, un mouvement. Ceci, cela. Il y a trop de mouvements qui sont là juste pour chialer. Right? Et c'est ça qui... C'est cette culture faiblarde, cette culture woke. Oui, je suis éveillé. Non, t'es endormi. T'es pas dans la réalité.
Tu es là toujours à ce que tu veux qu'on te mette de la crème et tout ça. Non, t'attends pas au coup de pouce, attends-toi à des coups de coude. Ouais. Et les gens, ils comprennent pas ça, c'est dur. La vie est dure. Et quand tu vas comprendre que la vie est dure, c'est quand elle va te rattraper. Tu peux avoir la meilleure vie que tu veux. Mais à un moment, le temps va te rattraper. Tu as dit, on n'échappe pas à deux choses, aux impôts et à la mort. Quand la mort va surgir dans ta vie, tu vas comprendre. Quand tu vas perdre quelqu'un de cher, tu vas comprendre que la vie, c'est pas la même chose. Moi, j'ai des amis, quand j'étais à l'école, ils sont décédés jeunes. Je viens de la banlieue parisienne. J'ai une partie des gens avec qui j'étais au collège, au lycée, ils sont en prison. J'ai une autre partie qui est décédée. J'ai une partie qui fait rien. Et j'ai une partie qui a explosé. Il n'y a pas de milieu. Il y a des extrêmes. Ouais. Par exemple, j'ai un ami là. Je l'ai rencontré. Je lui ai dit, tu fais Trontienne, ça fait combien de temps que je t'ai pas vu? Je l'ai vu, il était en Ferrari. Je dis, Trontienne, tu fais quoi? Il m'a dit, oui, truc, hop. Le mec, il a lâché les études à 15 ans. Wow. J'ai dit, mais truc, il a dit, ouais, moi, je suis allé, je suis rentré dans les tissus, négociant. Maintenant, c'est l'un des plus grands négociants de tissus qu'il y a à Paris. Right? J'en ai d'autres, malheureusement, qui sont décédés. Puis à ton âme, Yanis Fatwa, tu vois. Truc. Il n'y a pas d'extrême. Et les gens, ils n'ont pas vécu assez dans un milieu anxiogène pour se renforcer. Oui. Mais au-delà de ça aussi, j'ai remarqué qu'avec plusieurs pays différents, là, que ce soit le Québec, mais je pense beaucoup à Haïti, qui est un pays qui est quand même pauvre en termes intellectuellement, mais pas en termes de recherche du pays, parce que la distinction est très importante pour moi. Et je me rends compte que le gouvernement aussi qui dirige les pays a un impact sur la société, a un impact sur comment qu'ils se comportent. Parce que au Québec, mettons qu'on va prendre au Québec, par exemple, le gouvernement, ça fait son affaire. Qu'on se taise, qu'on parle pas, qu'on fait ce qu'on a à faire, qu'on fasse notre 9 à 5, notre 9 à 5, that's it, that's all. Donc, ça aussi, je trouve que c'est un fléau. Là. Ouais, mais là, on va parler des choses, on va se faire cancel. Hey. Est-ce que c'est le gouvernement qui décide? Non, c'est surtout pas le gouvernement qui décide. Le gouvernement applique sur quoi on leur a dit d'appliquer. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies qui sont derrière. Il faut dire les vraies choses. Il y a des lobbies, il y a des groupuscules, il y a des intérêts économiques de certaines sociétés, grandes sociétés, etc. Et à l'international, tu dois respecter les règles internationales, sinon tu vas te faire boycotter. Donc simple. Un pays qui est là, qui rentre dans l'ONU, il va se faire gifler. Un pays qui rentre direct dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il va se faire gifler. Un pays qui rentre dans l'OMS, il va se faire gifler. L'ONU, t'es là, t'es dans l'ONU, oui, tu viens, hop. Si les États-Unis mettent leur droit de veto, il y a quoi? Si les États-Unis, ils bypassent, il y a quoi? Tu vas faire quoi? Ouais, mais moi, je vote, non, on n'est pas truc. Tout le monde est en train de critiquer certains conflits sur la planète qui sont existants actuellement. Mais quand les États-Unis ont attaqué l'Irak, etc. ou autre... Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Donc, tu bypasses ça. Quand tu es dans l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on vient, on dit oui, tu dois ouvrir tes trucs. C'est-à-dire que sur des populations choisies, on fait des tests. Exact. Right? Là, on a eu le cas Covid, oui, truc, on en a alerté. Quand on voit que le Covid... dans certaines parties du globe, ça ne se développe pas, mais on dit ouvertement, ouais, on va aller tester les vaccins là-bas. La population, elle fait quoi? Elle subit. Quand tu es dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, on dit oui, commerce équitable et tout ça, mais qu'il y a des pays, par exemple en Europe, ils utilisent quoi? La PAC. Politique agricole commune. C'est du protectionnisme. C'est-à-dire qu'ils sont capables de tuer ton propre business dans ton propre pays. Exemple simple, dernièrement, le cas de la tomate espagnole et de la tomate sénégalaise. On va parler de ça. Le Sénégal produisait des tomates à n'en plus finir, à très peu coût.
Donc, ils ont dit, on va exporter ensuite notre tomate sénégalaise. Ouais. Ils ont commencé à exporter. Ils sont venus en Europe. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Ils ont dit, ah non, on va augmenter les frais de douane. Right? On va taxer largement plus. Et avec ces frais de douane, on va les prendre et on va baisser le prix de la tomate espagnole. Ils ont baissé le prix de la tomate espagnole. Donc, tu vois, les tomates sénégalaises. Donc, ils ont empêché les exportations. Et ensuite, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Truc de salopard. Ils ont pris la tomate espagnole, ils ont financé, ils ont inondé le marché sénégalais et le marché d'Afrique de l'Ouest avec de la tomate espagnole moins chère que la tomate sénégalaise, parce que la tomate espagnole était en train de financer, c'était juste pour casser une infrastructure, quelque chose de florissant. Donc, quand tu arrives, quand on te dit oui, les pays, il y en a qui se sont dit ouais, nos gouvernements et tout ça, vos gouvernements, oui, on va mettre des voleurs, oui, on va mettre des trucs, mais c'est qui les met en place? C'est qui les supporte? C'est qui les encourage? Et ils sont forcés à quoi? Parce que là, on parle de dictateurs. Les dictateurs, tout le monde était là, disait « Oh, ils sont bons, ils sont trucs. » Ils ont même été mis en place par certains pays. Mais dès qu'ils se sont retournés contre l'intérêt de ces pays se sont retournés contre eux. Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est fou. Ouais, l'autre, c'est un démocrate, c'est un visionnaire, c'est un truc. Après, du jour au lendemain, il est désavoué. Ouais. Ah oui, non, mais c'est un autocrate, etc. Puis tu vois, quand tu parles de ça, ça me fait penser tellement à Haïti, hein, avec tout ce qui s'est passé, le président qui s'est fait, j'allais dire décéder, mais assassiné. Assassiné. Écoute, c'était une gifle là, pour tous les Haïtiens. Il n'y a pas un Haïtien qui n'a pas été vexé par rapport à ça. Là, mais regarde, c'est exactement la même chose qu'ils ont fait. Patrice Lumumba, la même chose. La même chose. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut éveiller, etc., on t'élimine. Et maintenant, après, tu te rends compte que les différents acteurs politiques, on leur dit quoi? On leur dit, tu as deux choix. Soit tu veux faire ta révolution et tout ça, on va t'éliminer. Soit tu es là et tu prends ton argent. Et ça, c'est des choses que j'explique à ma mère. Ma mère me dit, oui, mais les trucs, les voleurs... J'écoute, c'est ça. Tu crois que tu as le choix? Tu n'as pas le choix. Et ça, c'est une réalité. Et là, je sais qu'on est sur écoute, on est sur ton podcast politiquement correct. Ça se trouve, je ne vais même pas pouvoir rentrer dans certains pays suite à mes propos. Mais je les assume. Mais ça fait mal quand même de t'entendre de le dire, malgré que c'est ça la vérité, mais ça fait mal pareil. Ça fait mal de dire que les gens qui dirigent notre pays... C'est des marionnettes. C'est ça. C'est des marionnettes et après, on va dire, oui, mais ils ont le choix, ils n'ont pas le choix. Tu veux avoir le choix, tu vas faire. Regarde, on t'assassine. Simple. Après, on va dire, oui, mais c'est le peuple qui s'est rebellé. Non, on a payé quelqu'un. Il y a, par exemple, aux États-Unis, ils ont fait ça une fois avec John Fitzgerald Kennedy. Ouais. Après, c'était trop visible, mais ils l'ont déjà fait. C'est comme les papes. Comment ça se fait que les papes, on les change comme ça, là? Wow. Bon, Jonas, dis-moi. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat puis exploser son domaine d'activité, c'est quoi le conseil que tu aurais à le donner? AIV. AIV. Qu'est-ce que ça veut dire? Focus sur l'argent. Oh shit. Les gens, ils sont là, oui, mais je dois avoir une structure, je dois un truc. Non, tu dois focuser sur l'argent. Ton argent, quand tu vas avoir de l'argent, tu vas acheter ta structure. Tu vas acheter directement tes formations. Tu vas acheter tes outils et tu vas acheter ton équipe. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer le meilleur avocat. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer le meilleur comptable. Et c'est ça, les gens qui sont là. Ils se focus, oui, mais je dois... Non, focus sur faire de l'argent. Une fois que tu fais de l'argent, tu vas mieux servir directement tes clients. Tes clients. Maintenant, influence. Ton but, c'est d'avoir un réseau étendu. Et pour ça, tu dois étendre ton influence. Et ton influence, comment tu fais? Tu dois être le middleman. Tu dois être celui qui présente. Tu dois être celui qui apporte de la plus-value. C'est-à-dire que dans mon réseau de contacts, chaque personne, elle me doit un service de manière inconsciente ou pas. Pourquoi? Parce que je donne toujours une info, je donne toujours un truc. Ah oui, un truc. Ah, je te revaudrais ça. Je te revaudrais ça. Et l'une des choses, si vous n'avez pas compris ce game, prenez le temps d'aller sur Netflix, vous mettez The Blacklist ou La Liste Noire en français, et vous allez comprendre c'est quoi le game.
The Blacklist, meilleure série si tu veux comprendre l'entrepreneuriat. The Blacklist, number one. Là. Raymond Reddington, il va t'enseigner les choses, tu vas comprendre la game. Et 3, au début, tu es tout seul. Donc, visibilité. Ouais. Il faut que tu sois visible. Il y a trop de gens, oui, mais j'arrive pas. Je ne sais même pas que tu existes. Ouais. Right? Là, actuellement, pourquoi je me suis présenté aujourd'hui ici? J'augmente ma visibilité. J'augmente mon influence par rapport à ce que je dis. Ouais. Right? Ouais, c'est vrai. Et ça va me générer de l'argent. Je sais que tu veux déjà t'inscrire, tu veux déjà me contacter, tu vas me dire, oui, le mec, il est bon, etc. Hop, contacte-moi, Jonas Diop DM, sur mes réseaux sociaux, tu m'envoies un message, on va faire affaire, etc. Et ça va générer de l'argent. Et c'est ça, argent, influence, visibilité. Et les gens, ils vont dire, oui, mais une seule chose. Non, tu dois focus on making money. Et les gens, ils font quoi? Ils disent, comment je vais te desservir? Non, tu viens, tu prends l'argent, et ensuite, tu vas livrer. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne sais pas, t'emploies quelqu'un qui va le faire à ta place. Et c'est ce que font les gens, là, les agences de marketing et tout ça. Tu crois que le mec qui a son agence de marketing, qui a un petit cul qui a 18-19 ans, il sait tout faire? Ouais. Il ne sait rien faire du tout. Par contre, qu'est-ce qu'il dit? Il se dit, OK, je vais prendre directement des contrats, je vais vendre, etc. Et je vais déléguer ça à des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. Je vais aller sur Upwork, je vais aller sur Fiverr, des gens qui me coûtent quasiment rien du tout, qui sont à l'autre bout du monde et qui vont me faire tout le reste. Job. Et moi, ce que je vais faire, c'est juste que je vais valider. C'est tout. Ouais. Toi, en termes de formation, parce que tu disais tu te formes énormément pour être rendu où ce que tu es. En termes de formation par année, ça te coûte combien? Tu investis combien? « 30, 50, OK. 60K. Par année? Ouais. Quand même. À peu près, ouais. Mais le retour sur investissement est infini, ouais. Par exemple, simple, c'est... J'ai investi même des outils que j'utilise même pas. Juste pour les avoir, je les teste, je dis, OK, truc. L'investissement, je suis aussi quelqu'un de très autodidacte, j'arrive à voir... percer le truc, à voir. Je suis dans une obsession. Par exemple, là, tout à l'heure, j'étais avec un de mes mentors. Il arrive, il me parle d'un truc, il me montre, il me dit, voilà, intelligence artificielle et tout ça. Après, il dit, oui, tu vas aller sur tel site, je vais te donner la source. J'ai dit, mais je l'ai déjà. Il m'a dit, mais comment tu as le truc? J'ai dit, quand tu m'as donné, quand je me suis connecté, j'ai vu l'URL. J'ai vu l'URL apparaître pendant 3 secondes. Wow. Il m'a dit, 3 secondes et tu as saisi. J'ai dit, ben oui. Wow. Donc, c'est ce meaning-là. Là. C'est des petits trucs comme ça, des petits hacks, des petits tools ou tout ça. Wow. Puis, est-ce que tu te formes au Québec ou tu vas un peu partout? International. Tu es obligé international. Québec, c'est tout petit, c'est une goutte d'eau. Ouais, Maintenant, à l'international, je me forme partout. Émirats Arabes Unis, Thaïlande, peu importe où c'est. L'information, elle doit être digérable. Que tu sois en Chine ou tout ça, ton information, tu la mets sur le net, hop, je vais la trouver. Si j'en ai besoin, je la consomme. Wow. Mais quand tu dis de l'information, formation, on s'entend, c'est pas gratuit, là. Il faut que tu payes. Il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que les gens, oui, écoute, moi, je suis un génie, hop, tu payes, tu payes pas, t'as rien du tout. Tu payes un petit montant, t'as juste la surface. Il y a des masterminds où tu payes des sommes à 5 chiffres, mais tu comprends pourquoi tu payes tes sommes à 5 chiffres. Il y a des concepts que tu vas saisir, il y a un réseau que tu vas développer. Par exemple, là, moi, je suis dans un mastermind, là. Le réseau, c'est que des gens qui font des millions. Wow. Ça veut dire que le gars, il voit ton entreprise, il est déjà à un autre niveau. Il s'en fout de faire de l'argent avec toi. Il dit, je vais t'aider. Il te dit juste, fais ça. Tu vois, tu bugs. Ton cerveau, il s'arrête. Il y a un gars, il m'a dit, tu mets ça en place et tout ça. La génération de leads que ça m'a fait, je dis, c'est du n'importe quoi. Je dis, mais comment tu fais? Après, il m'a dit, l'autre étape, c'est d'avoir une équipe. Et là, tu te rends compte que ta capacité d'absorption, tu dois l'agrandir, mais pour l'agrandir, tu dois mettre une équipe. Puis toi, c'est quoi ton objectif financier avec ton entreprise? T'aimerais atteindre quel niveau, là, pour les prochaines années? Honnêtement, un des niveaux que je veux atteindre dans l'absolu, c'est le même niveau que Tony Robbins. Tony Robbins, il fait 5 milliards par année. OK. Donc,
Mon but, c'est d'établir 5 milliards par année. Dans combien de temps tu aimerais réaliser ça? 15. 15 ans. OK. Mais entre-temps, on va passer le cap de quelques millions, quelques centaines de millions. Exact. Donc, après, c'est juste de scaler la business. Mais là, par exemple, dans les 3 ans, mon but, c'est de faire 10 millions par année. Dans les 3 à 5 ans. Puis, comment tu penses que tu vas faire ça? Est-ce que tu vas prendre ta business puis l'amener peut-être même à l'international? Je suis déjà international. OK. J'ai des clients partout dans le monde. J'ai des clients en Suisse, j'ai des clients en Allemagne, j'ai des clients en Angleterre, j'ai des clients, comme j'ai dit, Thaïlande, Émirats Arabes Unis, j'ai des clients aux États-Unis, j'ai des clients au Pérou, j'ai des clients en Nouvelle-Zélande. Je suis déjà international. Là, par exemple, avant juste de venir, j'ai une cliente qui est en Suisse qui m'a dit oui, 17 heures Suisse. J'ai dit OK, même fuseau horaire, je suis obligé de voir les fuseaux horaires. J'ai dit, t'es sur le fuseau horaire de la France. Ouais, OK. Donc j'ai dit OK, vous avez 6 heures de plus. Donc je suis en train de voir les fuseaux horaires. Wow. Puis, est-ce que c'est quoi le montant moyen minimal que tu peux charger à une entreprise en moyenne? Entreprise. Ouais. OK. Entreprise, ouais. Je suis aux alentours de 7005. En moyenne. Minimum. Par mois? Non, c'est sur un truc. Mais maintenant, ça, c'est pour des petites entreprises, très petites entreprises. D'accord. Après, on a des entreprises, on est sur du 100K à l'année. Ça dépend. En fait, ça dépend du niveau de développement de l'entreprise. De l'entreprise. Est-ce que toi, tu te bases par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise ou par rapport à c'est quoi son objectif en prenant... Les deux. Pourquoi? Parce que tu as son chiffre d'affaires réel. Elle ne peut pas aller au plus que son chiffre d'affaires réel ou sinon il y a un goulot d'étranglement. Mais aussi, tu as un objectif. Par exemple, quelqu'un qui me dit « Oui, je veux faire 1 million. » OK, tu veux faire 1 million. Et me dit « Oui, je veux faire 1 million, je vais investir 5 000. » Yo, si tu veux faire 1 million, tu es obligé d'investir 10 à 15% de ce million minimum en formation et en marketing. Sinon, tu n'as rien compris à la game. Mais par contre, si tu me dis « Oui, je veux faire 100 000 » et tu es prêt à mettre 5 à 10%, donc tu es prêt à mettre 5 000, 10 000, 15 000, là, ça s'enligne. Ouais, je comprends. Tu vois, je comprends. Et il faut savoir que 42% des business ne font même pas 6 chiffres. C'est vrai. 42% des business ne font même pas 6 chiffres. Donc, sur ces 42-là, quand il y a les 42% qui viennent me parler, moi, je m'en fous. Je les mets directement sur un coaching de groupe à 7500. Ils font leurs 6 chiffres. Une fois qu'ils sont dans leurs 6 chiffres, là, tu veux scale. Là, on va te passer à du truc ou du 25 000 ou du 30 000. Et là, on va te montrer comment construire ou tout ça. Parce qu'il y a 3 étapes d'une entreprise. Première chose, tu dois faire de l'argent. Les gens, ils font même pas d'argent, etc. Ils me disent, oui, je vais faire le million. Oh, fais déjà 100 000. Ouais, je comprends. Il y en a, ils me disent, oui, je vais faire 1 million. Tu fais combien? Tu fais même, t'as jamais fait 10 000 $. Ouais. En un mois, t'as jamais fait 30 000. C'est intéressant ce que tu dis. Et quand je leur dis, ouais, tu sais, ça représente quoi 1 million? Ils me disent, ouais, je sais pas, moi. Ça représente 83 333 $ par mois. Ça représente plus de 20 000 $ par semaine. Ça représente quasiment 3 000 $ par jour. Si la personne ne connaît pas ces statistiques, après je dis, OK, qu'est-ce que tu fais pour faire 3 000 $ par jour? Là, je dis, ton 3 000 $, tu le génères en combien de temps? Et là, je rigole. 3 000 $, je vais essayer toutes les 2 semaines. 3 000 $, ça me prend quasiment 3 semaines. Et tu veux faire 1 million? Ça colle pas. Ça ne matche pas. Déjà, essaye de faire 10 000. Fais ton premier 10 000. Ton premier 10 000, tu commences à comprendre la psychologie. Ouais. Ensuite, tu scales. Tu fais un 50 000, tu fais 50 000 dans le mois. Quand tu fais 50 000 dans le mois, là, tu commences à avoir une bonne structure. Et maintenant, tu comprends que ce n'est pas de l'addition. Ce n'est pas je vais faire plus de ventes, plus de ventes. Non, c'est que tu vas faire un facteur multiplicateur. Et là, après, effectivement. Non, c'est vrai. Mais en fait, c'est tellement, je pense, toute la conception qu'on entend sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de gens qui disent « devenez millionnaire en 1 an » comme tu disais. C'est que des fakers. C'est que des...
Ah, ça m'énerve, j'ai envie de les gifler. Les gens, ils fake, les gens, ils sont pas millionnaires, Ouais. ils sont dans des fausses voitures, dans des fausses maisons, dans des faux trucs, ils mettent des faux chiffres, ils te C'est vrai. disent millions, parfois ils te disent millions, ok, oui, j'ai fait 1 million en vente. Ah, c'est ça. Exactement. T'as tout dit. En vente, T'as c'est pas... tout dit. Combien il te reste dans ta poche? C'est ça. Après dépense. Combien Ouais. il te reste dans ta poche? C'est vrai. Et quand, moi, il y a un gars là, à l'époque, quand j'avais mon podcast, je voulais l'interviewer. Ouais, j'ai fait 3 millions en un jour. Le gars, je voulais l'interviewer, c'est le seul gars qui m'a fait chier. Ouais, c'est quoi tes statistiques? C'est quoi ton podcast? Juste blablater. Alors que j'ai interviewé des gens qui étaient à un autre niveau, qui m'ont pas posé de problème. Des gens extraordinaires, super cool. Ouais. Tu vois, Luc Poirier, sa valeur actuellement, elle est entre 500 millions et 1 milliard. 1 milliard. Ouais. Il l'a dit qu'il va devenir, dans les prochaines années, il va devenir milliardaire. Ouais. Je suis allé voir Luc Poirier. Luc Poirier m'a dit, tranquille, Jonas, viens m'interviewer, il n'y a pas de souci. Je venais de débarquer tout ça, je l'ai interviewé. Le mec, super chill. Ben oui. Il m'a signé son livre. Hop, il sait ce qu'il fait. Ouais. L'autre, il venait blablater. Et finalement, ça, c'est pas fait. Et j'ai un de mes amis qui est un bon youtubeur français. Il vient voir sa fanbase au Québec, il fait ses vidéos et tout ça. Et il m'appelle, il me dit, ouais, Jonas, on se rencontre. Donc moi, je le rencontre, je le vois avec tous ses abonnés et je vois d'autres influenceurs du Québec. Dans ces influenceurs du Québec, je vois la personne que je devais interviewer. Je viens et il ne sait pas qui je suis. Et je viens et les gens, ils sont là, on est en train de manger. Ouais, félicitations pour ton 3 millions. Truc. Et là, il comprend, il dit, ah, 3 millions. Ah, pas tout à fait. Après, il explique. Il a dit, comment ça? Elle a dit, ouais, j'ai fait 3 millions en vente. Mais première chose, c'est que je ne me suis pas mis en incorporation. 53,31 est passé directement aux impôts. Wow. 53,31%. Après, il a dit quoi? Il a dit, ah, j'ai mal paramétré la plateforme de paiement. Résultat, sa plateforme de paiement, il est passé en high risk. Wow. Low risk, c'est du 2,90. High risk, c'est du 7 à 8%. Aïe, 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 aïe. Plateforme de paiement. Ensuite, il a payé les copywriters. Ensuite, il a payé les codeurs. Ensuite, il a payé tout le marketing sur truc. Donc, sur les 3 millions, tu sais combien il lui en restait à la fin? 40 000 $. Ah, wow. Wow. 40 000 $. Et oui, je suis millionnaire. Truc. Non, 40 000 $, il te reste. Wow. 40 000 $ parce que tu as fait une succession de mauvais choix. Et quand tu es là, tu dis en un jour, oui, en un jour, tu as eu des ventes. Mais combien de temps tu as préparé? Tu as payé toute une équipe. Tu as préparé ton marketing. Tu as pris de l'effort, etc. pour avoir 40 000 $ dans ta poche. C'est pas du business. C'est pas du business. Et les gens, ils sont là, oui, je suis millionnaire. Ils font que venir flexer, venir mettre des fausses montres ou être là. Bon, en fait, c'est des charlatans. Pour moi, c'est des charlatans. Okay? Bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup. Puis même dans mon domaine, les coursiers vont dire, ah, j'ai fait 500, 600 000. Moi, j'ai les chiffres. Moi, j'ai les chiffres. Fait que toi, tu dis, OK, d'accord. Mais c'est combien qui te reste? Et là, dès qu'ils te disent le chiffre, t'es comme... Tu sais que 83% des courtiers immobiliers ne font même pas 60 000 à l'année? Ben, oui, absolument. Tout à fait. 83%. Absolument. Ils ne font pas. Et moi, je suis là, parfois, Absolument. je parlais à des courtiers immobiliers. Ouais, moi, je suis courtier immobilier. Je dis, tu fais pas de truc. Tu fais pas d'argent. Il me dit, comment ça, le truc? Et après, il me dit, ouais, mais moi, un truc. J'ai dit, écoute, j'ai la liste des courtiers Remax. J'ai la liste des top 100 Remax. Je sais c'est quoi votre chiffre d'affaires, etc. Effectivement. C'est en interne. J'ai accès à ces trucs internes. Tu peux pas me la faire à l'envers. Je peux voir combien tu as fait. Effectivement. Et tu vois, là, on parle de courtier immobilier, mais il y en a beaucoup, des fois, qui veulent rentrer dans cette profession-là, justement parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui mettent leur belle voiture qui est en location ou qui n'est même pas à eux sur les réseaux sociaux. Fait que les gens voient ça, les gens sont comme...
je vais aller faire courtier immobilier, c'est sûr, je vais devenir riche. T'sais. Il y en a même qui viennent d'autres choses. Ils viennent de courtier en assurance, de courtier truc. Hop, après, ils veulent se retrouver dans la niche. On en parlera personnellement. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Ils sont là, ils se mettent, ils veulent se lancer en immobilier. Et quand tu les vois, ils connaissent rien en immobilier. Ils ont fait des heures immobiliers, etc. Ils veulent juste le statut, sans payer le prix. Et quand tu les vois, ils sont dans une vie illusoire. Ils sont dans un monde d'apparence. C'est vrai. Ils ont la belle voiture. Ils ont la belle maison, mais ils sont endettés. Regarde, il y a quelques années, quand j'étais à la firme Maxime Victor, en tant que formateur, j'avais des petits jeunes qui étaient là, qui me posaient des questions en business, je leur répondais. Et à un moment, elles m'ont parlé d'une femme. Et je peux le dire le nom, puisque ça a été avéré, c'est pas ces trucs. Elle me parlait d'Eliane Gamache-Latourelle. Oui, la jeune millionnaire, elle a écrit des livres, elle te dit comment devenir millionnaire. Elle dit, tu connais? J'ai dit, non, je connais pas. Je suis allé voir, je l'ai entendu parler, j'ai dit aux filles, faites gaffe, elle n'est pas millionnaire. Mais si, elle le dit, elle a même écrit un livre, il y a truc. J'ai dit, elle n'est pas millionnaire. Ça se voit. Ça sent, son dicton, tout ça. C'est faux, elle n'a jamais créé tout ça. Je dis, ça, c'est que du vent ou autre. Il dit, elle n'est pas millionnaire, ça se voit, son aura, c'est pas une aura de millionnaire, truc et tout ça. Là, elle s'énerve. Elle dit, ouais, mais t'es jaloux, c'est parce que c'est une femme, hein. Ouais, t'es un homme, tu veux faire du mansplaining, truc. Je dis, ok, fais, so what, faites ce que vous voulez. J'arrive, je continue, et les gens, ils étaient là. Comment elle a convaincu? Femme, blonde, caucasienne. Donc, toutes les portes se sont ouvertes. Exact. Tapis rouge. Oui, les maisons d'édition, des trucs, elle a été interviewée partout, etc. Un an après, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que tout simplement, elle n'était absolument pas millionnaire, mais tout le contraire. Elle était endettée jusqu'au cul. Là, le SUV qu'elle avait, pris sur des cartes de crédit, et en plus, elle devait de l'argent sur le SUV, elle habitait dans un penthouse au Vieux-Port. Elle venait, elle était en retard de loyer, etc., ou autre. Et en plus, elle prenait sur ses cartes de crédit, et elle avait escroqué à ces filles que je leur disais. Et on a une, elle m'a dit, ouais, j'ai perdu 50 000. J'ai dit, ça, c'est ta bêtise. C'est ta bêtise. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas leurs choses avec diligence. Ils ont une image, oui, hop. Et la dernière fois, il y en a une qui est venue me voir. Et elle me pose cette question. Elle me dit, ouais, mais Jonas, comment moi je peux investir avec toi? Comment je sais que tu es bon, etc. ou autre? Et après, elle me parle d'un coach. D'un coach qui est présent sur les réseaux sociaux, là, qui bombarde. Elle me parle, elle me dit, ouais, mais par rapport à lui. Et moi, je m'en vais à... Je pars dans un fou rire. Mais grave, là. Elle me dit, mais pourquoi tu rigoles? Elle me dit, tu me parles de lui. Ouais. Je dis, est-ce que tu comprends qu'il y a une différence? Aujourd'hui, tu es avec moi parce qu'on t'a recommandé. Elle me dit, oui. Et l'autre, tu le vois, il vient, il t'entertaine sur les réseaux sociaux. Elle me dit, oui, mais c'est le top, c'est lui, top coach numéro 1. J'ai dit, ok. J'ai dit, est-ce que je peux te montrer quelque chose? Elle me dit, oui. Je vais dans mon système de paiement. Je tape le nom du coach, elle voit combien le coach me doit. Wow. Ensuite, elle arrive, elle me dit, oui, mais il a tel système. Je vais dans mon système de CRM, de gestion client. Je tape son nom. Elle voit toutes les actions qui ont été effectuées. C'est moi qui lui avais monté tout son système, tout son programme. Wow. Et après, tu viens me comparer à quelqu'un qui est fake. Après, elle me dit, oui, mais je peux... J'ai dit, écoute, je ne travaille pas avec toi. Wow. Moi, j'ai dit, t'es pas dans mes valeurs. Moi, je ne suis pas là pour du show-off. J'aurais pu venir là tout de suite à ce podcast, mettre une grosse montre avec des trucs, des diamants, venir en gros soute, etc. Venir même changer mon timbre de voix. J'arrive normal. Normal. Ouais. Je suis même pas allé chez mon barbier.
pas aller chez mon barbier. J'arrive normal. Ouais. Normal. Hier soir, on était là, j'étais en train encore de faire des trucs pour le duplex. Oui, là, j'ai dormi, truc, hop, ce matin, j'ai rien à prouver. Ouais. Et les gens, ils sont là, ils sont toujours dans le fait de vouloir prouver des choses. Ouais, je suis là, je me balade, j'ai des grosses montres, je veux show off. Oui, je montre comme quoi j'ai une chemise, je suis là, je suis dans le top, je fais des reels pour montrer que je suis toujours au top, toujours au top. Ouais, je donne la motivation. Ouais, faut être numéro 1. Ouais, truc. Arrêtez de vous prendre pour des James Bond. Vous êtes des humains. Et il y a un truc, je crois c'est Smith et Wesson ou Cole qui avait dit ça, il a dit... À partir du moment où quelqu'un a une arme, tout le monde est égaux. Ouais. C'est-à-dire que peu importe que... Tout le monde est égaux face à certaines situations. À la fin de la journée, tu vas aux toilettes. At the end of the day. At the end of the day. Je te mets un coup de poing, t'auras mal. Ouais. Donc, les gens ils sont en train de show off et ils veulent toujours avoir un biais de confirmation pour dire qu'ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils sont insécures. C'est vrai. Ils sont insécures. Et le but, c'est pas juste de faire, c'est d'apporter plus. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas décéder? Qu'est-ce qui va te survivre? Ce sera les actions que tu auras apportées aux gens. Ouais. C'est tout. C'est vrai. Mais en ce moment, j'ai remarqué qu'il y a une grosse arnaque de gens qui sont justement charlatans, deviens millionnaire en toute chose, le gars, il n'est pas millionnaire. Achète ton premier immeuble, investis en immobilier, il n'y a pas un immeuble à revenu, il n'est même pas propriétaire d'une maison. Fait que tu te dis, shit, man, come on. Certains vont reconnaître qui je veux parler, mais je connais des soi-disant coachs pour des courtiers immobiliers. Je sais d'où ils viennent. Quand tu les rencontres dans certains événements, les yeux leur fuient. Et ça, je vais te raconter ça. Faut que je te raconte cette anecdote qui est marrante. Il y a quelques années, il y a eu un événement qui s'appelait le Sommet de la Prospérité ici à Montréal. OK. Donc là, tous les gars, ils se mettent en gros costume, etc. Ils vont au Sommet de la Prospérité. Moi, j'étais même pas au courant. Ouais. Là, je les vois, truc Sommet de la Prospérité et tout ça. Et moi, j'ai une de mes anciennes coachies. OK. C'était son conjoint qui faisait le Sommet de la Prospérité. OK. Donc, après, elle a dit, ouais, moi, je fais le salon, le Sommet de la Prospérité, tu veux venir, etc. Oui. Je dis, vas-y, on passera. Et j'étais avec Bac. OK. Donc, moi, j'étais en train de gérer mes business, etc. J'arrive, Sommet de la Prospérité. J'arrive après les gens, après l'entrée. J'arrive devant, j'ai pas de ticket parce que j'ai un VIP. Ouais. Et les gens, ils me voient devant, je peux pas rentrer. Et personne vient me dire bonjour alors que je connais tout le monde. Wow. Et je vois, ils se foutent de ma gueule. Wow. Ils sont en train de rigoler. Ah, après. Moi, je suis là, je suis devant, je fais, ah, tranquille, j'appelle, je vois. Et il y avait ce coach, soi-disant, pour courtier immobilier et tout ça. Un truc. Moi, j'arrive normal. Et là, j'ai mon ami, une personne extraordinaire. Je l'adore, Stéphania. Stéphania, elle arrive, elle me dit, ah, Jonas, t'es là, ouais, truc, hop. Donc, on se fait la bise. Elle vient, elle me met en VIP, et elle me dit de venir tout devant. Premier rang avec les conférenciers, etc. Là, je commence à rentrer. Hop. Là, tu me vois le truc VIP, casquette, on me donne tout, hop, authentique mastermind. Je suis avec les derniers conférenciers, hop, ceux qui viennent des États-Unis. Je suis là, truc, je me assois, hop, je suis là. Wow. C'est la pause. Et là, tout le monde veut venir me parler. Mais dégagez! Quand j'étais là, tu viens, tu commences à te foutre de moi, et après, là, tu arrives. Et ensuite, ils essayent de te gratter l'amitié pour que tu leur présentes des trucs et tout ça. Et les gens, ils cherchent toujours des shortcuts. Et je vais te dire un truc réel ici. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a des charlatans qui traînent avec d'autres charlatans. Ouais. Ils ont un gang de charlatans.
Non, je vais te dire, ça, it's a real thing. Si tu es au Québec, que tu es entrepreneur, écoute ça. Parce que c'est réel. Ils ont un gang de charlatans et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils s'envoient des clients qui les blow mind et qui leur volent de l'argent. Mais sur un certain nombre de temps. Et quand tu vois leurs clients, à la fin, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont fait voler des dizaines et des dizaines et des dizaines de trucs. Ça, on va en parler en privé. Parce que sinon, là, je vais me faire attaquer des trucs. Mais il y en a plein que je peux te montrer. Et après, je dis, mais comment ça se fait? Ils ont toujours les mêmes coachs, toujours les mêmes trucs et tout ça. Et en fait, ils traînent ensemble, là, côte à côte. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se mettent directement dans des BNI. Ils ont une stratégie, BNI, etc. ou tout ça. Des gens qui sont déjà en affaires, ça fait un certain temps. Ils font quand même de l'argent, mais ils ne sont pas habitués aux nouvelles technologies. Et là, on dit, oui, on va t'installer un bot, on va t'installer ceci, on va t'installer... Ah ouais, t'as entendu parler de l'intelligence artificielle et tout ça, et on ne fait que les voler. Finalement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Je te dis, man. Et ça, je peux te nommer des gens, je peux te nommer des entreprises que je leur dis, j'ai des cas, c'est même pas des cas que j'ai. C'est que j'ai des décisions de justice que je peux même te montrer. Wow. J'ai des décisions de justice, j'ai des historiques de messages. Mais c'est insane. Et je comprends pas que les gens, on les laisse exercer encore. Librement. Et comme tu sais, en immobilier, il y a certains qui se lancent en immobilier alors qu'ils ont été condamnés dans d'autres choses. Et des ultra charlatans. On nommera pas de nom. On nommera pas de nom. mais on les connaît. On les connaît, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Écoute, Jonas, merci d'être venu dans mon podcast. J'apprécie. Avec grand plaisir. T'es le premier qui, quand tu parles, t'as ton cœur, en même temps, on sent ton cœur, ton âme dans tes paroles, puis j'aime beaucoup ça. Et puis, je suis sûre que les internautes vont aimer beaucoup le message que tu as passé aujourd'hui. Avec grand plaisir. Moins de besoin, n'hésite pas. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser, tout ça. Si vous voulez qu'on vous dise des vérités, n'hésitez pas. Ici, on va vous dire des trucs. Il y a des gens, ils vont nous détester. Hi, haters! On va mettre des gifs. Mais c'est ça. Mais l'une des choses, c'est que j'aime ton podcast parce que ici, tu as le courage de dire les vraies choses. Ouais, exact. Et c'est pour ça que je l'ai fait, en fait. C'était vraiment pour ça, parce que je regardais qu'est-ce qui se faisait, puis je remarquais que les gens se retiennent beaucoup. Tu sais, c'est comme ils disent qu'est-ce qu'il faut dire, mais c'est pas nécessairement la réalité, la vraie affaire. Mais c'est ça. Tu comprends? Trop de langue de bois, Effectivement. Trop de copinage. Oui, il faut pas dire, faut pas bâcher sur le truc. On vous connaît. On vous connaît. Les fakes, on vous connaît. Mais c'est pas juste ça aussi. Je considère que si tu veux vraiment avancer dans la vie, tu veux vraiment évoluer, tu dois entendre la vérité. Mais c'est ça. Que ça fait mal, qui que tu vas brailler, qui que tu vas pleurer, peu importe, mais tu dois l'entendre, cette vérité-là. Et c'est cette même vérité-là qui va te permettre d'atteindre tes objectifs puis de surpasser là, dans le domaine que tu es. Là. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai fait mon podcast. Là. Mais à date, il n'y a pas personne qui s'est fait censurer, pas encore. Je ne sais pas si tu vas être le premier, mais je vais être le premier. Mais tu sais que j'ai vu un de tes podcasts, interviewer quelqu'un dans ton podcast, et je connais son historique. OK. Je sais pas, on s'en parlera tantôt, mais OK. Pas trop. Ben écoute, merci beaucoup, Jonas. Avec grand plaisir.